le dernier en vol. La brume matinale de novembre s'accrochait obstinément aux pistes de l'aéroport d'Orly, transformant les lumières de signalisation en halos fantomatiques dans la pénombre. Claire Dubois, 32 ans, journaliste chevronnée au Le Monde, regardait sa montre pour la énième fois, 6h30. Dans moins d'une heure, le vol 7B d'Air France décollerait pour New York, emportant avec lui non seulement ses passagers, mais aussi des secrets que certains préféreraient voir disparaître à jamais. Son regard s'attarda sur le Boeing 707 rutilant qui attendait patiemment sur le tarmac, ses flancs argentés reflétant les premières lueurs de l'aube. Les équipes au sol s'affairaient autour de l'appareil, leurs silhouettes se découpant comme des ombres chinoises dans la brume. Claire resserra son écharpe en cachemire autour de son cou, tentant de se protéger du froid mordant qui s'infiltrait sous son tailleur gris anthracite. Mademoiselle Dubois. Une voix grave la fit sursauter. Elle se retourna pour faire face à Robert Durand, agent de sécurité de l'aéroport, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant. Votre accréditation presse, s'il vous plaît. Claire sortit son badge de son sac en cuir italien, notant mentalement la légère tension dans la voix de l'agent. Ce n'était pas la première fois qu'elle remarquait son comportement étrange ces derniers jours. Depuis qu'elle avait commencé à suivre le docteur Henri Laval, plusieurs détails troublants avaient attiré son attention. Tout est en règle, dit-il après un examen minutieux, peut-être trop minutieux. Bon vol, mademoiselle Dubois. Merci, monsieur Durand, répondit-elle, observant du coin de l'œil qu'il sortait discrètement un petit carnet de sa poche une fois qu'il pensait être hors de vue. Le terminal s'animait progressivement, les premiers passagers du vol matinal commençant à arriver. Claire s'installa stratégiquement près du comptoir d'enregistrement, son carnet de notes dissimulé derrière le journal du jour. Ses yeux scrutaient chaque nouveau visage, à la recherche de celui qui l'intéressait particulièrement. À 6h45 précise, il apparut. Le docteur Henri Laval, éminent physicien nucléaire, traversa les portes automatiques du terminal. Grand et mince, la soixantaine élégante, il portait un costume 3 pièces impeccable et des gants en cuir noir malgré la chaleur du terminal. Ce détail intriguant n'échappa pas à Claire. Mais ce qui retint vraiment son attention, c'était la mallette en cuir noir qu'il serrait contre lui comme si sa vie en dépendait. Vol Air France 7B à destination de New York, embarquement porte 14, annonça une voix métallique dans les haut-parleurs. Claire se leva, ajustant son tailleur d'un geste machinal. Son instinct de journaliste lui criait que quelque chose n'allait pas. 3 semaines d'investigation sur le docteur Laval avaient révélé des incohérences troublantes. Ses visites répétées à l'ambassade soviétique, des réunions secrètes avec des officiels américains, et maintenant ce voyage précipité vers New York. En se dirigeant vers la porte d'embarquement, elle aperçut le commandant Jacques Mercier qui effectuait sa ronde d'inspection pré-vol. À 45 ans, c'était un pilote expérimenté, respecté par ses pairs pour son professionnalisme sans faille. Pourtant, ce matin-là, quelque chose semblait différent. Ses traits étaient tirés, son regard préoccupé. Commandant Mercier, n'interpella Claire, saisissant l'occasion. Claire Dubois, Le Monde. Auriez-vous un moment? Le pilote s'arrêta, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Mademoiselle Dubois, je vous ai lu hier. Votre article sur la sécurité aérienne était intéressant. Une pause. Mais je crains de ne pas avoir le temps ce matin. La météo s'annonce compliquée. Claire nota l'hésitation dans sa voix. Compliquée. Les prévisions annoncent pourtant un ciel dégagé sur l'Atlantique. Les rapports sont contradictoires, répondit-il évasivement. Si vous voulez bien m'excuser. Dans la tour de contrôle, Michel Laurent, contrôleur aérien depuis 20 ans, fronçait les sourcils devant son écran radar. Quelque chose n'allait pas. Des interférences inhabituelles brouillaient par intermittence certaines zones de son écran. Il avait signalé le problème à la maintenance, mais les techniciens n'avaient rien trouvé d'anormal. À la porte d'embarquement, Claire observait les passagers montés à bord. Famille en vacances, hommes d'affaires pressés, tous suivaient la routine habituelle. Sauf le docteur Laval. Il attendit d'être le dernier pour présenter son billet, ses yeux constamment en mouvement, comme s'il craignait d'être suivi. « Votre billet, mademoiselle ?» demanda l'hôtesse à Claire avec un sourire professionnel. En s'installant dans son siège 23, Claire sortit son carnet. Ses notes des dernières semaines couvraient des pages entières, date, lieu, nom, connexion apparemment aléatoire qui commençaient à former un motif inquiétant. Le docteur Laval s'assit quelques rangées devant elle, sa mallette toujours fermement tenue contre lui. Les procédures de démarrage commencèrent.
À travers le hublot, Claire pouvait voir la brume qui se dissipait lentement, révélant un ciel d'un gris métallique. La voix du commandant Mercier résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air France 7B à destination de New York. Notre temps de vol estimé est de 7h45. » Claire remarqua une légère tension dans sa voix, imperceptible pour la plupart des passagers, mais évidente pour quelqu'un habitué à détecter les nuances dans les intonations des gens qu'elle interviewait. À 7h45 précise, le Boeing 707 s'élança sur la piste. Claire sentit la poussée familière qui l'enfonçait dans son siège alors que l'avion prenait de la vitesse. À sa gauche, une femme âgée égrenait nerveusement son chapelet. À sa droite, un homme en costume lisait distraitement le journal du matin. L'avion s'éleva dans le ciel parisien, traversant les couches de nuages bas. Claire nota que le docteur Laval n'avait pas lâché sa mallette, même pendant le décollage, malgré les instructions de l'équipage. À 8h15, alors qu'il survolait la Manche, le premier signe que quelque chose n'allait pas se manifesta. Un léger soubresaut secoua l'appareil. Rien d'alarmant en soi, mais Claire remarqua que le docteur Laval s'était raidi dans son siège. Dans le cockpit, le commandant Mercier échangeait des regards inquiets avec son copilote. Les instruments commençaient à afficher des lectures erratiques. Dans la tour de contrôle d'Orly, Michel Laurent voyait le signal du vol 7B vaciller sur son écran. À 8h23, la dernière transmission radio du vol 7B fut enregistrée. Contrôle, ici Air France 7B. Nous observons des... Puis plus rien. Le silence. Claire Dubois, le docteur Laval, le commandant Mercier, et 158 autres personnes disparurent ce matin-là dans le ciel au-dessus de l'Atlantique. Le vol 7B devint en quelques heures l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Dans son bureau à Paris, Pierre Moreau, rédacteur en chef du Le Monde, regardait le siège vide de Claire. Sur son bureau, un article inachevé portait le titre « Les secrets du docteur Laval ». À côté, une note manuscrite de Claire « Pierre, si vous lisez ceci, c'est que j'avais raison. Cherchez dans le dossier rouge de mon bureau. La vérité doit éclater. » Le mystère du vol 7B ne faisait que commencer. Les premiers doutes. Le bureau de Claire Dubois restait désespérément vide. 3 jours s'étaient écoulés depuis la disparition du vol 7B, et un silence pesant régnait dans la rédaction du Le Monde. Pierre Moreau, rédacteur en chef depuis 20 ans, fixait la chaise inoccupée à travers la vitre de son bureau, une tasse de café froid oubliée entre ses mains. Sur l'écran de l'ordinateur de Claire, un article inachevé clignotait encore, « Les secrets du docteur Laval ». Monsieur Moreau ? Sophie Lambert, la jeune assistante de rédaction, se tenait dans l'encadrement de la porte. Ses yeux rougis trahissaient les larmes qu'elle avait versées pour sa collègue disparue. « Il y a un appel pour vous. » La personne refuse de donner son nom, mais elle insiste. Elle dit avoir des informations sur le vol 7B. Pierre se redressa, soudain alerté. Après 3 jours de spéculation médiatique et de communiqués officiels vides de sens, chaque nouvelle information était précieuse. « Passez-le-moi dans mon bureau, Sophie. Et fermez la porte, s'il vous plaît. » Il décrocha le téléphone, son stylo déjà prêt. « Pierre Moreau, j'écoute. » Monsieur Moreau. La voix à l'autre bout du fil était déformée, comme si l'interlocuteur utilisait un dispositif pour la modifier. « Appelez-moi Marcus. Ce que je vais vous dire ne doit jamais être attribué à une source identifiable. » Pierre commença à prendre des notes. « Je vous écoute, Marcus. Le vol 7B, ce n'était pas un simple accident. » Une pause, un souffle tremblant. La mallette que transportait le docteur Laval, elle contenait des documents qui ne devaient jamais traverser l'Atlantique. Des gens très puissants sont assurés qu'ils ne le traverseraient pas. « De quels documents parlez-vous » demanda Pierre, son stylo courant sur le papier. « Des plans. Des équations. Le travail de toute une vie. Écoutez, je ne peux pas en dire plus au téléphone. Mais cherchez du côté de l'opération Mirage. Et méfiez-vous des hommes en costume gris. » La ligne coupa brusquement, laissant Pierre avec plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, dans son appartement du 16e arrondissement, Robert Durand, l'agent de sécurité d'Orly, contemplait une enveloppe brune posée sur sa table de cuisine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il en sortait une série de photographies. Le docteur Laval y apparaissait, photographié à son insu devant l'ambassade soviétique 2 semaines avant le vol. Sur une autre photo, on le voyait serrer la main d'un homme en costume sombre, dont le visage était partiellement dissimulé par un parapluie noir.
Durand sortit une bouteille de cognac d'un placard et se servit un verre généreux. Les photos n'auraient jamais dû se retrouver en sa possession. Il était simplement censé surveiller le docteur Laval, noter ses allées et venues, rien de plus. Mais sa curiosité l'avait poussé à faire des copies des clichés qu'on lui avait demandé de transmettre. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Il laissa sonner, fixant l'appareil comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Au 4e coup, le répondeur s'enclencha. « Monsieur Durand, nous savons pour les photos. Vous auriez dû vous contenter de faire votre travail. » Dans un autre quartier de Paris, Marie Mercier, l'épouse du commandant Jacques Mercier, relisait pour la 100e fois le message que son mari lui avait laissé le matin du vol. « Si quelque chose m'arrive, regarde dans le coffre de la cave. Je t'aime. » Elle n'avait pas encore trouvé le courage de descendre. Comme si ouvrir ce coffre rendrait la disparition de Jacques définitive. À la rédaction du Le Monde, Pierre Moreau avait commencé à fouiller dans le bureau de Claire. Le « dossier rouge » mentionné dans sa note s'était révélé être une mine d'informations, des coupures de presse anciennes, des notes manuscrites, des photos, des transcriptions d'interviews. Claire avait passé des mois à construire un puzzle dont les pièces commençaient seulement à faire sens. Une coupure de journal datant de 1968 attira son attention, accident mystérieux au centre de recherche nucléaire de Saclay. L'article mentionnait le docteur Laval comme témoin principal. Dans la marge, Claire avait noté, connexion avec Project Eclipse. Sophie frappa doucement à la porte. Monsieur Moreau ? Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Il dit que c'est au sujet de Mademoiselle Dubois. L'homme qui entra dans son bureau était grand, mince, avec des lunettes à monture dorée. Je suis le professeur Martin de l'Université de Paris. J'étais un ami proche d'Henri Laval. Pierre lui indiqua un siège. Vous dites « était ». Henri est mort il y a 3 mois, monsieur Moreau. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Mais, c'est impossible. Il était dans cet avion. Des dizaines de témoins l'ont vu embarquer. Le professeur Martin eut un sourire triste. L'homme qui est monté dans cet avion n'était pas Henri Laval. C'était son frère jumeau, André. Dans les locaux d'Air France, l'enquête officielle piétinait. Les dernières données radar montraient que l'avion avait maintenu son cap normal jusqu'à sa disparition. Aucun signal de détresse n'avait été émis. La météo était clémente. Rien n'expliquait logiquement ce qui s'était passé. Michel Laurent, le contrôleur aérien, avait été mis en congé forcé après avoir insisté sur les anomalies radar qu'il avait observées. Dans son petit appartement de banlieue, il repassait en boucle l'enregistrement des communications radio de ce matin-là. Quelque chose le dérangeait dans la dernière transmission du commandant Mercier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. À New York, Sarah Thompson, agent spécial du FBI, recevait un appel crypté de son contact à la CIA. « On a un problème, Sarah. Les Français commencent à poser trop de questions. Et ils ne sont pas les seuls. Les Russes s'y mettent aussi. » Marie Mercier avait finalement trouvé le courage de descendre à la cave. Le coffre contenait une clé USB, un carnet relié en cuir noir, et une lettre cachetée. Sur l'enveloppe, l'écriture de Jacques, à n'ouvrir qu'en cas de disparition du vol 7B. Pierre Moreau passa la nuit dans son bureau, assemblant les pièces du puzzle. Les notes de Claire révélaient un réseau complexe de connexions entre le centre de recherche de Saclay, l'ambassade soviétique, et une société écran américaine nommée Eclipse Technology. À l'aube, alors qu'il somnolait sur son bureau, un bruit le réveilla en sursaut. Quelqu'un avait glissé une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une simple photo en noir et blanc, Claire Dubois, souriante, devant un bâtiment gouvernemental à Washington, daté de 1971. Au dos, une note manuscrite, elle n'était pas celle que vous pensiez. Dans son appartement, Robert Durand sentit une présence derrière lui alors qu'il rangeait les photos dans son coffre-fort. Avant qu'il puisse se retourner, une main gantée de noir se posa sur son épaule. « Bonsoir, monsieur Durand. Nous devons parler des photos. » Le mystère du vol 7B s'épaississait, et avec lui, la liste des questions sans réponse. Qui était réellement Claire Dubois? Que contenait la mallette du faux docteur Laval? Et surtout, où était passé cet avion avec ses 160 passagers? La vérité, comme toujours, se cachait dans les détails. Des détails que certaines personnes étaient prêtes à tout pour garder secret. Ombre et mensonge. L'aube se levait sur Manhattan, baignant les gratte-ciel de reflets dorés. Dans son bureau au 12e étage du bâtiment du FBI, l'agent spécial Sarah Thompson fixait le dossier marqué « Vol 7B »,
confidentielle, posée devant elle. Les stores vénitiens projetaient des ombres striées sur les photos satellites et les rapports préliminaires qui couvraient son bureau. Son téléphone sonna, brisant le silence matinal. Le numéro affiché était celui de son contact à la CIA, David Miller. « Thomson », répondit-elle, tout en continuant à parcourir les documents. « Sarah, on a un problème. » La voix de Miller était tendue. « Les débris qu'on a retrouvés au large des Açores. Ils ne correspondent pas au vol 7B. L'analyse métallurgique est formelle. Ces débris proviennent d'un autre appareil. » Sarah se redressa dans son fauteuil. « Comment est-ce possible ? Ces débris ont été retrouvés exactement sur la trajectoire prévue du vol. » Exactement. Trop exactement, si tu veux mon avis. Quelqu'un essaie de nous faire croire à un accident. Mais ce n'en était pas un. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. « Je dois te laisser, » murmura Sarah. « Envoie-moi les rapports d'analyse. » Son assistant, James Cooper, entra avec une pile de nouveaux documents. « Agent Thomson, vous devriez voir ça. Les Français viennent de nous transmettre quelque chose d'intéressant. » Les documents provenaient de Pierre Moreau. Le rédacteur en chef du Le Monde avait décidé de partager certaines des découvertes de Claire avec le FBI, tout en gardant ses sources les plus sensibles confidentielles. Sarah parcourut rapidement les pages, s'arrêtant sur une photo en particulier, le docteur Laval, ou plutôt celui qui se faisait passer pour lui, en discussion avec un homme qu'elle reconnut immédiatement. « Cooper, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur le projet Eclipse. Et je veux dire tout. » À Paris, Pierre Moreau faisait face à ses propres découvertes troublantes. Dans le bureau de Claire, caché derrière un panneau coulissant du tiroir de son bureau, il avait trouvé un passeport diplomatique américain au nom de Catherine Bennett, avec la photo de Claire. Les dates indiquaient qu'il avait été émis 2 ans avant qu'elle ne rejoigne le monde. Son téléphone vibra, un message de Marie Mercier. « J'ai ouvert la lettre. Vous devez venir voir ça. » Immédiatement. 20 minutes plus tard, Pierre se tenait dans le salon des Merciers, lisant la lettre du commandant disparu. Les mains tremblantes, il dut s'asseoir pour assimiler ce qu'il venait de découvrir. « Mon amour, commençait la lettre, si tu lis ceci, c'est que mes craintes étaient fondées. Le vol 7B n'est pas un vol ordinaire. Nous transportons quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui pourrait changer le monde ou le détruire. J'ai découvert que certains membres de l'équipage ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Et je ne suis plus sûr de pouvoir faire confiance à qui que ce soit. » La lettre continuait avec des détails sur une série de coordonnées géographiques et un code crypté que Jacques avait caché dans différentes consignes à travers Paris. Ces informations doivent atteindre Washington. Mais pas par les canaux officiels. Trouve Pierre Moreau du Le Monde. Claire Dubois travaillait avec lui. Elle sait quoi faire. Marie Mercier essuya une larme. Il y a autre chose. Elle tendit à Pierre une clé USB. Jacques avait installé une caméra cachée dans le cockpit. Il se méfiait de quelque chose, ou de quelqu'un. Pendant ce temps, dans un appartement anonyme de la banlieue parisienne, Robert Durand reprenait lentement conscience. Sa tête le faisait souffrir, et il avait un goût métallique dans la bouche. Les photos avaient disparu, bien sûr. Sur sa table de cuisine, un message avait été laissé, « Ils savent que nous savons. » À Moscou, dans les archives militaires, Victor Petrov, ancien agent du KGB reconverti en historien, écoutait pour la 1000e fois l'enregistrement des communications radio du vol 7B. Quelque chose n'allait pas dans la dernière transmission. Il ajusta ses écouteurs, augmenta le volume, et soudain, son visage se figea. Derrière la voix du commandant Mercier, presque imperceptible, on pouvait entendre une conversation en russe. Sarah Thomson reçut l'appel alors qu'elle quittait son bureau. Agent Thomson. La voix était déformée électroniquement. Cherchez Claire Dubois dans les archives de l'Inglais. Nom de code, Bloodbeer. Année, 1971. À Paris, Pierre Moreau inséra la clé USB dans son ordinateur. La vidéo était sombre, granuleuse, mais le son était clair. On y voyait le cockpit du vol 7B quelques minutes avant sa disparition. Le commandant Mercier parlait avec son copilote quand soudain, une alarme retentit. Pas une alarme normale de l'avion, quelque chose de différent. « Mon Dieu » murmura Mercier dans la vidéo. Ils l'ont activé. Je répète, ils l'ont. La vidéo se terminait brutalement. Dans son bureau new-yorkais, Sarah Thomson fixait son écran d'ordinateur, le visage pâle.
les archives de l'Inglé avaient révélé la vérité sur Claire Dubois. Elle n'était pas journaliste. Elle n'était même pas française. Claire Dubois était une légende créée de toutes pièces pour l'une des opérations les plus secrètes de la guerre froide, l'opération Mirage. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien, celui du directeur du FBI en personne. « Agent Thompson, dit-il sans préambule, cessez immédiatement toute investigation sur le vol 7B. C'est un ordre direct du président. » Mais il était trop tard. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image que personne n'était préparé à voir. À Paris, Pierre Moreau reçut un email anonyme contenant un seul document, le manifeste original du vol 7B. En le comparant avec la version officielle, il remarqua que 3 noms avaient été changés. L'un d'eux était celui du docteur Laval. Dans son appartement, Robert Durand rassemblait ses dernières forces pour écrire ce qu'il savait. Sa vision se troublait, le poison commençait à faire effet, mais il devait terminer. Les gens devaient savoir la vérité. Marie Mercier, en rangeant les affaires de son mari, trouva une carte postale des Açores. Au dos, Jacques avait écrit une seule phrase, « C'est là qu'ils nous emmèneront ». Sarah Thompson, ignorant les ordres directs, contacta Pierre Moreau. « Monsieur Moreau, je sais qui était réellement Claire Dubois. Et je sais pourquoi le vol 7B a disparu. Mais cette information pourrait nous coûter la vie à tous les deux. » Le soir même, dans 3 villes différentes, 3 enveloppes furent livrées simultanément. À Paris, à New York et à Moscou, 3 personnes découvraient la même photo en noir et blanc, l'équipe scientifique du projet Eclipse, datée de 1962. Au centre de la photo, 2 hommes identiques, les frères Laval. Et derrière eux, à peine visible, un appareil qui ressemblait étrangement à celui qui avait disparu le 15 novembre 1973. La vérité sur le vol 7B était bien plus terrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. Et elle était sur le point d'éclater au grand jour. Les voix du passé. La pluie battante de Moscou martelait les vitres crasseuses des archives militaires centrales. Dans une salle faiblement éclairée du sous-sol, Victor Petrov, ancien agent du KGB reconverti en historien, écoutait pour la énième fois les enregistrements radio du vol 7B. Ses doigts ridés manipulaient avec précaution les vieux magnétophones, tandis que ses yeux fatigués scrutaient les oscillogrammes qui défilaient sur l'écran devant lui. Encore une fois, murmura-t-il en russe, réglant minutieusement les filtres audio. La voix du commandant Mercier grésilla dans ses écouteurs. « Contrôle, ici Air France 7B. Nous observons des... » Puis le silence. Mais cette fois-ci, Petrov était prêt. Il ajusta rapidement plusieurs paramètres et, soudain, derrière le silence, une autre conversation émergea. Tovarish, opération Mirage en cours. Le paquet est sécurisé. La voix parlait en russe, à peine audible sous les parasites. Petrov se figea, ses mains tremblantes sur les commandes. Cette voix, il la connaissait. C'était celle de Dimitri Volkov, son ancien supérieur au département des opérations spéciales du KGB. Un homme qu'il croyait mort depuis des années. Le vieux magnétophone continuait de tourner, révélant d'autres bribes de conversation, coordonnées confirmées. Installation Oméga prête. Début de la phase 2. À Paris, au même moment, Sarah Thompson et Pierre Moreau se rencontraient dans un petit café du Marais. La pluie parisienne faisait écho à celle de Moscou, créant un rideau liquide qui les isolait du reste du monde. « Voici ce que nous savons, » commença Sarah, sortant discrètement un dossier de sa sacoche. Claire Dubois, ou devrais-je dire Catherine Bennett, était une agent de la CIA infiltrée au monde depuis 1971. Sa mission, surveiller le docteur Laval et le projet Eclipse. Pierre examina les documents qu'elle lui tendait. Des photos jaunies montraient Claire, plus jeune, en uniforme militaire américain. Mais pourquoi le monde? Pourquoi une couverture de journaliste? Parce que le docteur Laval faisait confiance aux journalistes, répondit Sarah. Après l'incident de Saclay en 1968, il était devenu paranoïaque envers les agences gouvernementales. Il ne parlait plus qu'aux journalistes d'investigation. Un serveur s'approcha. Ils se turent le temps qu'ils remplissent leur tasse de café. Une fois l'homme parti, Sarah continua, mais il y a plus. Les débris retrouvés aux Açores, ils proviennent d'un autre avion. Un avion qui a disparu en 1962. Pierre fronça les sourcils. 1962 ? L'année où le projet Eclipse a démarré. Dans son appartement parisien, Marie Mercier décryptait laborieusement le journal de son mari.
Jacques avait utilisé un code simple mais efficace, remplaçant chaque lettre par un chiffre correspondant à des coordonnées de vol. À mesure que les mots apparaissaient, son visage pâlissait. « Mon Dieu, Jacques, murmura-t-elle. Dans quoi t'es-tu retrouvé impliqué ?» Le journal révélait que le commandant Mercier avait découvert quelque chose d'inquiétant lors d'une inspection de routine. Des modifications non autorisées avaient été apportées à son appareil. Des équipements étranges avaient été installés dans la soute, camouflés comme du matériel standard. À Moscou, Petrov continuait son analyse des enregistrements. En ralentissant la bande, il découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Derrière les voix, un son étrange, presque imperceptible. Une pulsation régulière qui ne correspondait à aucun équipement connu de l'aviation civile. Son téléphone sonna, le faisant sursauter. « Petrov, répondit-il. » Viktor Andreevitch, dit une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. Il est temps de parler du projet Aurora. Dans le café parisien, Sarah sortit une dernière photo de son dossier. Elle montrait un hangar secret dans le désert du Nevada. À l'intérieur, une machine qui défiait l'imagination. Voici ce que le docteur Laval avait vraiment créé, dit-elle. Une technologie capable de... Elle s'interrompit brusquement. Par la fenêtre du café, elle venait d'apercevoir un homme en costume gris qui les observait. Un homme qu'elle avait déjà vu dans les archives de Langlais. « Il faut qu'on bouge, dit-elle précipitamment. Maintenant. » Ils quittèrent le café par la porte de service, sous la pluie battante. Derrière eux, deux hommes en costume gris les suivaient déjà. À New York, le directeur du FBI recevait un appel crypté. « Monsieur le directeur, nous avons un problème. Thompson a fait contact avec Moreau. Et Petrov a trouvé les enregistrements. Neutralisez-les, fut la réponse laconique. Dans les archives de Moscou, Petrov copiait frénétiquement les enregistrements sur un support numérique. Ses mains tremblaient alors qu'il entendait des pas dans le couloir. La porte de la salle d'archives s'ouvrit lentement. À Paris, Marie Mercier terminait enfin le décryptage du journal. La dernière entrée, datée de la veille du vol, la glaça. Ils ne cherchent pas à voler la technologie. Ils veulent l'utiliser. Le vol 7B n'est pas une cible. C'est un test. Sarah et Pierre couraient dans les ruelles étroites du Marais, la pluie ruisselant sur leurs visages. Où allons-nous, halta Pierre. Aux archives de l'ambassade américaine, répondit Sarah. Claire y a laissé quelque chose. Quelque chose qui prouve tout. Dans un bunker secret sous le désert du Nevada, une équipe de scientifiques surveillait des écrans montrant des données incompréhensibles pour le commun des mortels. Sur l'un des écrans, un point lumineux clignotait. Les coordonnées correspondaient exactement à la dernière position connue du vol 7B. Signature énergétique confirmée, annonça l'un des scientifiques. Le portail est stable. À Moscou, Petrov faisait face à son ancien supérieur. Volkov n'avait pas changé, comme si le temps s'était arrêté pour lui en 1962. Tu veux savoir ce qui est arrivé au vol 7B, Victor? La même chose qu'à l'avion de 62. Nous avons ouvert une porte, et parfois, ces portes mènent à des endroits que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Sarah et Pierre atteignirent enfin les archives de l'ambassade. Grâce à son ancien badge de la CIA, Sarah les fit entrer. Dans un dossier marqué « Eclipse, phase 2 », ils trouvèrent un document qui changeait tout. Une photo du docteur Laval, datée du lendemain de la disparition du vol 7B. « Ce n'est pas possible, murmura Pierre. « Si, ça l'est, répondit Sarah. Si ce que Claire a découvert est vrai, le vol 7B n'a pas disparu. Il est arrivé exactement où il voulait qu'il arrive. La question est, où? Ou plutôt, quand? Le téléphone de Sarah vibra. Un message de Petrov, j'ai les preuves. Le projet Aurora n'était pas une expérience de voyage dans l'espace. C'était une expérience de voyage dans le temps. Et le vol 7B était leur premier test réussi. Dans son appartement, Marie Mercier relisait la dernière page du journal de Jacques. « Si tu lis ceci, mon amour, sache que je ne suis pas mort. Je suis quelque part, ou plutôt quelqu'un. Et je trouverai un moyen de revenir. » La pluie continuait de tomber sur Paris et Moscou, lavant les rues des secrets qu'elles avaient portés pendant trop longtemps. Mais certains secrets ne peuvent être effacés. Ils attendent, comme le vol 7B, dans les replis du temps, prêts à ressurgir quand le moment sera venu. La théorie du chaos. Le Pentagone projetait son ombre massive sur l'esplanade en ce matin glacial de décembre 1973.
Sarah Thompson et Pierre Moreau, encore trempés par la pluie parisienne, traversaient les innombrables postes de contrôle, leurs accréditations spéciales ouvrant des portes normalement fermées au public. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez » murmura Pierre alors qu'ils empruntaient un long couloir souterrain. « Du voyage dans le temps ? Ça semble impossible ?» Sarah eut un sourire amer. « C'est exactement ce que je pensais jusqu'à ce que je voie les documents du projet Aurora. » Le docteur Laval n'était pas qu'un simple physicien nucléaire. Il avait découvert quelque chose qui dépassait tout ce qu'on croyait possible. Ils arrivèrent devant une porte blindée marquée « Section 7, accès restreint ». Sarah composa un code sur le clavier numérique. La porte s'ouvrit avec un sifflement pneumatique. À l'intérieur, des dizaines d'écrans couvraient les murs, montrant des données, des graphiques et des équations complexes. Au centre de la pièce, une maquette détaillée du Boeing 707 du vol 7B était suspendue, entourée de marqueurs et de notes. « Voici le quartier général de l'opération Eclipse », expliqua Sarah. « C'est ici que tout a commencé. » Elle sortit de sa sacoche les documents récupérés à Paris. Le docteur Laval travaillait sur une théorie révolutionnaire. Il pensait que l'espace-temps n'était pas linéaire, mais qu'il formait des boucles, des points de convergence où le passé et le futur pouvaient se rencontrer. Comme des nœuds dans une corde, suggéra Pierre. Exactement. Et il a trouvé un moyen de localiser ces points, de les exploiter. À Moscou, Petrov écoutait la suite des enregistrements du vol 7B. La voix de Volkov continuait, le portail doit être stabilisé à exactement 37,000 pieds. La fenêtre temporelle ne restera ouverte que 47 secondes. Dans son bureau parisien, Marie Mercier décryptait une nouvelle page du journal de Jacques. Les modifications apportées à l'avion ne sont pas que structurelles. Ils ont installé un générateur de champ quantique dans la soute. Le docteur Laval, ou celui qui se fait passer pour lui, l'a personnellement supervisé. Sarah dirigea l'attention de Pierre vers un des écrans. Regardez ces relevés. Le jour de la disparition, nos stations de surveillance ont détecté une anomalie énergétique massive exactement à l'endroit où le vol 7B a disparu. Le même type d'anomalie qu'en 1962, lors de la première expérience. Mais pourquoi un vol commercial ? Demanda Pierre. Pourquoi mettre en danger tant de vies innocentes ? Parce qu'ils avaient besoin d'une couverture. Un vol militaire aurait attiré l'attention. Et puis, Sarah hésita. Il y a autre chose. Quelque chose que Claire avait découvert. Elle sortit une dernière photo de son dossier. Elle montrait une liste de passagers du vol 7B, mais pas la version officielle. Sur cette liste, certains noms étaient marqués d'un astérisque rouge. Ces passagers n'étaient pas des civils ordinaires. C'étaient des scientifiques, des agents, des personnes clés pour le projet. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils étaient volontaires. À Paris, dans les archives du Le Monde, Sophie Lambert, l'assistante de Pierre, faisait une découverte troublante. En recherchant des articles sur le docteur Laval, elle était tombée sur une photo datant de 1945. Elle montrait une équipe de scientifiques allemands capturés après la guerre. À l'arrière-plan, un appareil étrange ressemblait étrangement au croquis trouvé dans le bureau de Claire. Au Pentagone, Sarah et Pierre continuaient leur exploration des archives d'Eclipse. Le projet a démarré après la guerre, expliquait Sarah. Les Américains et les Soviétiques se sont partagés les scientifiques allemands. Mais certaines de leurs découvertes étaient trop dangereuses pour être révélées. Le docteur Laval était l'un des rares à comprendre leur potentiel. Un technicien entra précipitamment dans la salle. « Agent Thompson. Nous avons détecté une nouvelle anomalie. Même signature énergétique que le vol 7B. » Les écrans s'animèrent soudain, montrant des graphiques qui s'affolaient. « C'est impossible » murmura Sarah. La fenêtre temporelle ne devrait pas se rouvrir avant. Son téléphone sonna. C'était Marie Mercier. « J'ai terminé de décrypter le journal. Sarah, ils n'ont pas envoyé l'avion dans le passé. Ils l'ont envoyé dans le futur. Et selon les calculs de Jacques, il devrait revenir. Aujourd'hui, termina Sarah. Il devrait revenir aujourd'hui. » Dans le désert du Nevada, les scientifiques du projet Aurora observaient leurs instruments avec anxiété. Le point lumineux sur leurs écrans grandissait, indiquant une perturbation croissante dans le champ quantique. À Moscou, Petrov recevait un appel urgent de Volkov. Ça commence, Victor. La phase finale est enclenchée. Ils reviennent. Sarah et Pierre couraient maintenant dans les couloirs du Pentagone.
Il faut qu'on arrive au centre de commandement, Alta Sarah. Si l'avion réapparaît, ce sera dans l'espace aérien américain. Pourquoi, demanda Pierre. Parce que c'est là qu'il voulait aller depuis le début. Le vol 7B n'était pas qu'une expérience. C'était une livraison. Il transportait quelque chose du passé vers notre présent. Dans la salle de commandement, les écrans radars s'illuminèrent soudain. Un signal non identifié venait d'apparaître à 37,000 pieds au-dessus du Nevada. « Mon Dieu » murmura un technicien. « C'est lui. Le vol 7B. » Sur les fréquences radio, une voix familière grésilla. « Contrôle, ici le commandant Mercier du vol 7B. Nous revenons à la maison. » Mais quelque chose n'allait pas. La voix semblait plus âgée, fatiguée. Et le message suivant glaça le sang de tous ceux présents dans la salle. Nous revenons pour vous avertir. Ce que nous avons vu. Ce qui nous attend tous. Il faut empêcher ça. À tout prix. Sarah regarda Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'il y a dans notre futur qui les a tant effrayés? À Paris, Marie Mercier ouvrait la dernière page du journal de Jacques, daté du futur. Si quelqu'un lit ceci, sachez que nous avons vu l'impossible. Et nous revenons pour essayer de l'empêcher. Mais le temps est comme une rivière. Et certains courants sont trop forts pour être détournés. Le vol 7B descendait maintenant vers la base secrète du Nevada, portant avec lui les secrets d'un futur que personne n'était préparé à affronter. Dans quelques heures, le monde allait découvrir que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Et dans le ciel du Nevada, un Boeing 707 vieux de 30 ans mais paradoxalement neuf se préparait à atterrir, ses passagers ayant vieilli d'une vie entière en l'espace d'un vol de 7 heures. Le mystère du vol 7B touchait à sa fin. Mais ses conséquences ne faisaient que commencer. Le prix du silence. Le soleil se couchait sur la base militaire secrète du Nevada, peignant le désert de teintes orangées et violettes. Le Boeing 707 du vol 7B, miraculeusement réapparu après son voyage impossible, reposait sur le tarmac, entouré d'un cordon de sécurité militaire. Dans la chaleur déclinante, l'appareil semblait vibrer, comme s'il n'était pas tout à fait ancré dans cette réalité. Sarah Thompson et Pierre Moreau, accompagnés de Marie Mercier, observaient la scène depuis un poste de commandement mobile. Les passagers avaient été immédiatement évacués vers des installations médicales souterraines, isolées du monde extérieur. 30 ans, murmura Marie, les yeux fixés sur l'avion. Ils ont vécu 30 ans en 7 heures de vol. Le commandant Mercier avait été le premier à descendre de l'appareil. Ses cheveux, autrefois poivre et sel, étaient maintenant entièrement blancs. Son visage portait les marques de décennies qui n'avaient pas encore eu lieu. Jacques, avait murmuré Marie en le voyant. Il l'avait serré dans ses bras, plus fort que jamais, mais n'avait pas prononcé un mot. Ses yeux racontaient une histoire que ses lèvres semblaient incapables de formuler. Dans le centre de commandement, les écrans affichaient en continu les données récoltées lors de la réapparition de l'avion. Les scientifiques s'agitaient autour des consoles, tentant de comprendre l'impossible. Dr Reeves, appela Sarah, s'adressant à une femme d'une cinquantaine d'années qui dirigeait l'équipe scientifique. Que nous disent les relevés? C'est extraordinaire, répondit la scientifique, ajustant ses lunettes. L'avion n'a pas simplement voyagé dans le temps. Il a traversé quelque chose, une sorte de dimension intermédiaire. Les passagers parlent d'une zone grise, un endroit où le temps n'existe pas tel que nous le connaissons. Pierre sortit son carnet, où il avait noté les dernières révélations. Selon les premiers témoignages, ils ont vécu ces 30 années dans un endroit différent. Une sorte de monde parallèle. Un jeune assistant se précipita dans la salle, tenant une liasse de documents. Agent Thompson. Les analyses préliminaires des passagers sont arrivées. Vous devez voir ça. Sarah parcourut rapidement les rapports, son visage se décomposant au fil de sa lecture. C'est impossible. Quoi? Demanda Marie. Qu'est-ce qui est impossible? Leur ADN. Il a été modifié. Pas de manière naturelle. Quelque chose ou quelqu'un a délibérément altéré leur structure génétique pendant leur absence. À Moscou, Petrov recevait des informations similaires. Les soviétiques avaient leur propre source dans la base du Nevada. Projet Chrysalis, murmura-t-il en lisant les rapports. C'était donc ça le véritable objectif. Le commandant Mercier fut finalement autorisé à parler à sa femme en privé. Dans une petite salle de conférence, sous la surveillance discrète des caméras de sécurité, il commença à raconter. Ce n'était pas un accident, Marie.
Le vol 7B a été choisi spécifiquement. Chaque passager avait été sélectionné pour ses gènes particuliers. Nous étions une expérience. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il continuait. Là où nous étions, le temps passait différemment. Nous avons vu des choses. Des choses qui n'auraient pas dû être possibles. Ils nous ont changés, Marie. Pour nous préparer. Vous préparez à quoi? Demanda-t-elle doucement. À ce qui va arriver. À ce qui arrive déjà. Dans le laboratoire souterrain, le docteur Reeves analysait les échantillons prélevés sur les passagers. Chaque test révélait des anomalies plus troublantes que les précédentes. Les modifications génétiques semblaient avoir un but précis, mais lequel? Sarah reçut un appel de son contact à la CIA. Les Russes sont au courant, dit-il sans préambule. Ils exigent un accès aux passagers. Ils prétendent que certains d'entre eux étaient leurs agents. Des agents dormants? Demanda Sarah. Non. Des agents envoyés délibérément pour infiltrer le vol. Ils savaient, Sarah. Les Soviétiques savaient ce qui allait se passer. Pierre, pendant ce temps, interrogeait d'autres passagers. Leurs récits étaient confus, contradictoires, comme si leurs souvenirs avaient été altérés. Mais certains détails revenaient constamment, des lumières étranges, des voix qui n'étaient pas tout à fait humaines, et surtout, cette sensation persistante d'avoir été préparé pour quelque chose. Le docteur Laval, ou plutôt, son frère André, fut le dernier à être interrogé. Contrairement aux autres passagers, il semblait parfaitement calme, presque serein. « Vous ne comprenez pas, dit-il à Pierre. Nous ne sommes pas revenus par accident. Nous avons été renvoyés. Pour les arrêter. Arrêter qui? Eux. Ceux qui nous ont changés. Ceux qui préparent l'invasion. Dans le désert, l'avion continuait d'émettre une étrange radiation. Les instruments des scientifiques s'affolaient périodiquement, comme si quelque chose tentait de traverser à nouveau la barrière du temps. Marie trouva dans les affaires de Jacques un journal, différent de celui qu'elle avait lu précédemment. Celui-ci avait été écrit pendant les 30 années de leur absence. Les pages racontaient une histoire si terrifiante qu'elle dut s'arrêter plusieurs fois de lire. « Ils ne sont pas humains » avait écrit Jacques. « Ils se font passer pour nous, mais ils ne sont pas nous. Et ils arrivent. Pas dans un futur lointain, mais maintenant. Ils sont déjà parmi nous. » Sarah et Pierre furent convoqués d'urgence dans le bureau du général Harrison. Le vieil officier, habituellement impassible, semblait secoué. « Nous avons découvert quelque chose dans la soute de l'avion, dit-il. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. » Dans une salle sécurisée, ils découvrirent une étrange capsule métallique. À l'intérieur, un dispositif qui semblait pulser d'une lueur interne. « C'est une balise, expliqua le docteur Reeves. Elle émet un signal, vers le futur. » Ou vers eux, murmura André Laval, qui les avait rejoints silencieusement. Elle leur dit que nous sommes prêts. Que la transformation peut commencer. Soudain, toutes les lumières de la base s'éteignirent. Les écrans de contrôle devinrent faux. Et dans le ciel du Nevada, des lumières étranges commencèrent à apparaître. « Ça commence, dit le commandant Mercier. Ils arrivent. » La vérité sur le vol 7B était enfin révélée. Ce n'était pas une simple expérience de voyage dans le temps. C'était le début d'une invasion. Une invasion qui avait commencé il y a 30 ans, ou peut-être maintenant, dans ce présent distordu où le temps lui-même semblait perdre tout son sens. Et dans leurs cellules modifiées, dans leur ADN transformé, les passagers du vol 7B portaient les graines du changement. Un changement qui allait redéfinir l'humanité elle-même. Le prix du silence allait bientôt être payé. Et ce prix était l'avenir de l'humanité tout entière. La vérité éclate. Lieu secret, Atlantique Nord. La mer déchaînée s'écrasait contre les falaises escarpées de l'île tandis que Sarah Thompson et Pierre Moreau s'approchaient prudemment de ce qui semblait être une simple station météorologique abandonnée. Le vent glacial fouettait leur visage, portant avec lui l'odeur âcre du sel marin et le parfum métallique de la rouille. Les coordonnées trouvées dans le coffre du commandant Mercier les avaient menés jusqu'à ce bout de terre oublié, absent de toutes les cartes officielles. « Regardez, » chuchota Sarah, pointant du doigt une antenne parabolique dissimulée sous un filet de camouflage. Cette installation n'a rien d'une simple station météo. Pierre sortit de sa poche les photos récupérées dans l'appartement de Robert Durand avant sa mystérieuse agression. Sur l'une d'elles, le docteur Laval apparaissait devant un bâtiment similaire, mais la photo était datée de 3 mois avant la disparition du vol 7B. Il savait, murmura Pierre,
sa voix à peine audible par-dessus le hurlement du vent. Laval savait qu'il ne se rendrait jamais à New York. Alors qu'il contournait le bâtiment principal, une porte métallique dissimulée sous la végétation attira leur attention. Le verrou électronique, étonnamment moderne pour une installation prétendument abandonnée, clignotait doucement d'une lueur verte. Sarah sortit de sa veste un petit appareil électronique fourni par son contact à la CIA. « Nous n'avons qu'une seule chance, dit-elle en connectant l'appareil au système de sécurité. » Les secondes s'égrenèrent, interminables, avant qu'un déclic ne résonne dans le silence. L'intérieur du bâtiment contrastait violemment avec son apparence extérieure délabrée. Des néons cliniques illuminaient des couloirs immaculés, et l'air conditionné bourdonnait doucement. Sur les murs, des marquages en français, en anglais et en russe indiquaient différentes sections, laboratoire, communication, contrôle. C'est une installation trinationale, constata Pierre, photographiant frénétiquement chaque détail avec son appareil. Mais pourquoi ici ? Pourquoi tant de secrets ? Ils progressèrent méthodiquement dans les couloirs déserts, leurs pas résonnant sur le sol en béton poli. Dans une salle de contrôle abandonnée, des écrans encore allumés affichaient des données météorologiques et des relevés atmosphériques datant du jour de la disparition du vol 7B. Pierre, venez voir ça, appela Sarah depuis un terminal informatique. Elle avait réussi à accéder à des fichiers archivés. Ces relevés, ils montrent une perturbation atmosphérique massive le jour de la disparition. Quelque chose a créé une sorte de corridor énergétique dans le ciel. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Ils se cachèrent derrière une console alors qu'une silhouette familière entrait dans la pièce, le docteur Henri Laval, bien vivant, mais visiblement vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il manipulait les ordinateurs. « Je sais que vous êtes là, dit-il soudainement en français, sans se retourner. Vous avez fait un long chemin pour découvrir la vérité. Peut-être est-il temps que quelqu'un la connaisse enfin. » Sarah et Pierre échangèrent un regard avant de sortir lentement de leur cachette. Laval se tourna vers eux, un sourire triste aux lèvres. « Le vol 7B n'a jamais été destiné à atteindre New York, commença-t-il, confirmant leurs soupçons. Cette installation, c'est le fruit d'une collaboration secrète entre la France, les États-Unis et l'Union soviétique. Quelque chose de plus grand que la guerre froide, plus important que nos querelles politiques. Il les conduisit dans une immense salle souterraine où trônait ce qui ressemblait à un gigantesque accélérateur de particules. Nous l'appelons le projet Eclipse. Pendant des années, nous avons travaillé sur une technologie qui pourrait révolutionner le transport aérien. Imaginez des couloirs de distorsion atmosphérique, des passages qui permettraient à un avion de voyager instantanément d'un point à un autre. Le vol 7B était un test, réalisa Sarah, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. Oui, confirma Laval. Mais quelque chose a mal tourné. Les calculs étaient précis, la technologie fonctionnait en théorie, mais nous n'avions pas prévu les variables humaines. Pierre sortit son carnet. Les passagers, ils n'étaient pas tout ce qu'ils semblaient être. Non, en effet. Claire Dubois, par exemple, n'était pas qu'une simple journaliste. Elle faisait partie d'une équipe de surveillance internationale. Chaque gouvernement avait placé ses agents à bord, personne ne faisait confiance aux autres. Cette paranoïa, elle a tout fait échouer. Laval les conduisit dans une salle d'archives où des écrans montraient les derniers moments du vol 7B. On y voyait l'avion entrer dans une étrange formation nuageuse, puis disparaître dans un flash de lumière aveuglante. Le corridor s'est effondré, expliqua Laval, sa voix tremblante d'émotion. L'interférence des différents dispositifs de surveillance, les champs électromagnétiques non prévus, tout s'est combiné pour créer une réaction en chaîne catastrophique. Et les passagers ? Demanda Sarah, redoutant la réponse. Laval se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un panneau. Il en sortit une mallette en cuir noir, la même qu'il portait le jour du vol. Ils sont vivants, dit-il doucement. Mais pas dans notre continuum. Il ouvrit la mallette, révélant des équations complexes et des relevés scientifiques. Le corridor ne s'est pas simplement effondré. Il s'est déplacé. L'avion et ses passagers existent toujours, mais dans un état de suspension temporelle. Nous pouvons les détecter, parfois même recevoir des fragments de communication radio, mais nous ne pouvons pas les ramener. Pas encore. C'est pour ça que vous vous cachez ici, comprit Pierre. Vous cherchez toujours un moyen de les sauver. Chaque jour depuis 15 mois, confirma Laval. Mais le temps presse. Les gouvernements perdent patience. Certains veulent enterrer le projet, effacer toute trace de son existence.
D'autres veulent militariser la technologie, malgré les risques évidents. Un alarme strident interrompit leur conversation. Sur les écrans de surveillance, des hélicoptères approchaient de l'île. Ils m'ont trouvé, murmura Laval. Il se précipita vers un terminal, ses doigts volant sur le clavier. Écoutez-moi attentivement. Dans cette mallette se trouvent toutes les données du projet, tous les calculs, toutes les preuves. Je ne peux pas les laisser enterrer cette histoire, pas quand nous sommes si près de les ramener. Il tendit la mallette à Sarah. Ces gens ont des familles, des êtres chers qui attendent leur retour. Ils méritent de connaître la vérité. Le monde doit savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais la technologie, commença Sarah, est trop dangereuse pour l'instant, compléta Laval. Mais un jour, quand l'humanité sera prête, ces recherches pourraient changer notre compréhension même de la physique. Pour l'instant, la priorité est de sauver ces gens. Le bruit des hélicoptères se rapprochait. Laval les conduisit rapidement vers une sortie de secours dissimulée. Il y a un bateau amarré dans une crique au nord de l'île. Prenez-le. Les documents vous montreront comment nous contacter quand vous serez en sécurité. Vous ne venez pas, demanda Pierre. Laval secoua la tête. Je dois effacer les données, détruire les preuves. Ils ne doivent pas savoir jusqu'où nous avons progressé. Partez maintenant. Alors que Sarah et Pierre s'enfuyaient dans la nuit, les lumières de l'installation s'éteignirent une à une. Dans le ciel, les hélicoptères commençaient leur descente, leurs projecteurs balayant les falaises. À bord du petit bateau qui les ramenait vers la civilisation, Sarah et Pierre examinaient les documents de Laval. Parmi eux, ils trouvèrent une série de coordonnées et une date, une prédiction de quand et où le vol 7B pourrait réapparaître. « Vous pensez qu'il s'en sortira ?» demanda Pierre, regardant l'île disparaître dans la brume. « Je ne sais pas, » répondit Sarah. « Mais il nous a donné quelque chose de plus important que des réponses. Il nous a donné de l'espoir. » Dans la mallette, un petit écran continuait de clignoter, affichant des données en temps réel. Quelque part, dans un espace entre les dimensions, le vol 7B continuait d'exister, ses passagers suspendus entre deux réalités, attendant que quelqu'un trouve enfin le moyen de les ramener à la maison. Et dans le ciel nocturne, au-dessus de l'Atlantique Nord, une étrange lueur apparut brièvement, comme un rappel que certains mystères ne demandent qu'à être résolus, et que certaines vérités sont trop importantes pour rester cachées à jamais. Les échos du silence. Paris, 1 an plus tard. Le soleil d'automne baignait les quais de la Seine d'une lumière dorée tandis que Claire Dubois observait son reflet dans la vitrine d'un café parisien. Son visage avait changé, marqué par une expérience que peu de gens pourraient comprendre. Elle rajusta son foulard, dissimulant la fine cicatrice qui courait le long de son cou, un souvenir tangible de son retour. Le tintement de la cloche de la porte la tira de ses pensées. Sarah Thompson et Pierre Moreau entrèrent dans le café, suivis par une équipe de journalistes triés sur le volet. C'était le jour où une partie de la vérité allait enfin être révélée au monde. « Êtes-vous prête ?» demanda doucement Sarah en s'asseyant en face de Claire. Claire hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec le pendentif qu'elle portait, un petit cristal qui semblait parfois émettre une étrange luminescence. Aussi prête qu'on peut l'être pour raconter une histoire que personne ne croira vraiment. Pierre sortit un enregistreur et le posa sur la table. Commençons par le début. Le vrai début. Claire prit une profonde inspiration, son regard se perdant dans le passé. Le vol 7B n'a jamais été un simple vol commercial. Chacun d'entre nous à bord avait un rôle à jouer dans ce qui devait être la plus grande avancée technologique de notre temps. Mais personne ne nous avait dit que nous serions les cobayes d'une expérience qui défierait les lois de la physique elle-même. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes tandis que Claire déroulait son récit. Elle parlait de ses 457 jours passés dans ce qu'elle appelait « l'entre-deux », un espace où le temps lui-même semblait se distordre et se replier sur lui-même. Le docteur Laval avait raison, continua-t-elle. L'avion était pris dans une sorte de bulle temporelle. Nous pouvions voir le monde extérieur comme à travers un voile de brume, mais nous ne pouvions pas l'atteindre. Le commandant Mercier a maintenu l'équipage et les passagers unis, organisés. Nous savions que quelqu'un finirait par nous trouver. Sarah sortit de sa sacoche les documents récupérés sur l'île. Les calculs de Laval ont permis de prévoir votre réapparition. Mais ce qui s'est passé ensuite. Personne n'aurait pu le prévoir, compléta Claire. Elle se tourna vers les journalistes. Ce que je vais vous raconter maintenant doit être rapporté avec la plus grande précision. Le monde doit comprendre les implications de ce que nous avons découvert. Elle raconta alors comment, dans l'entre-deux,
ils avaient découvert que leur situation n'était pas un accident. Le projet Eclipse n'était qu'une façade pour quelque chose de bien plus vaste. Les gouvernements qui avaient collaboré ne cherchaient pas simplement à révolutionner le transport aérien, ils avaient découvert quelque chose qui remettait en question notre compréhension même de la réalité. Dans l'entre-deux, le temps ne s'écoule pas de manière linéaire, expliqua Claire. Nous avons vu des choses. Des versions alternatives de notre monde, des moments qui auraient pu être mais n'ont jamais été. Le docteur Laval l'avait théorisé, mais le voir de nos propres yeux. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Pierre en profita pour montrer aux journalistes des photographies prises lors du retour, des clichés montrant l'avion émergeant d'une brume iridescente au-dessus de l'Atlantique, exactement là où Laval avait prédit qu'il réapparaîtrait. Le plus difficile, reprit Claire, c'est que nous ne sommes pas tous revenus. Certains passagers ont choisi de rester. Un murmure parcourut l'assemblée. Sarah se pencha en avant. Que voulez-vous dire, on choisit? Dans l'entre-deux, certains d'entre nous ont découvert qu'ils pouvaient interagir avec ces autres réalités. Le commandant Mercier a été le premier à comprendre. Il a trouvé un moyen de traverser le voile, d'explorer ces autres versions de notre monde. 12 passagers l'ont suivi. Claire sortit de son sac une liste de noms. Leurs familles ont le droit de savoir. Ils ne sont pas morts, ils existent toujours, quelque part dans ces réalités alternatives. Ils ont choisi des vies différentes, des versions d'eux-mêmes qui auraient pu être. Et le docteur Laval demanda à un des journalistes. A-t-il survécu à l'assaut de l'île? Sarah et Pierre échangèrent un regard. Officiellement, répondit Sarah, le docteur Laval est mort dans l'incendie qui a détruit l'installation. Mais nous avons des raisons de croire qu'il a trouvé un autre moyen, compléta Pierre. Il sortit une dernière photographie, un cliché flou montrant une silhouette ressemblant à Laval, pris 3 mois après la destruction de l'installation, dans un petit village de Norvège. Claire sourit mystérieusement. Le projet Eclipse n'a pas échoué. Il a simplement ouvert une porte que nous n'étions pas préparés à franchir. Pas encore. Les heures suivantes furent consacrées aux détails techniques, aux témoignages, aux preuves. Les journalistes posaient des questions sur les implications politiques, sur les responsabilités des gouvernements impliqués, sur les familles des disparus. Mais alors que le soleil se couchait sur Paris, Claire s'éclipsa discrètement du café. Sur le pont des Arts, elle s'arrêta pour regarder la scène. Son pendentif brillait plus intensément maintenant, pulsant doucement comme un rappel de ce qu'elle avait vécu. Elle sortit de sa poche une lettre froissée, un message du commandant Mercier, remis juste avant qu'il ne choisisse de traverser le voile une dernière fois. Il y a des vérités qui ne peuvent être comprises que lorsqu'on accepte que la réalité est plus vaste que nos certitudes, avait-il écrit. Dans son appartement cette nuit-là, Claire termina enfin l'article qu'elle avait commencé à écrire avant d'embarquer sur le vol 7B. Mais ce n'était plus une simple enquête sur un physicien nucléaire. C'était devenu le témoignage d'une femme qui avait vu au-delà des limites de notre monde. Certains secrets doivent être gardés, écrivit-elle dans ses conclusions. Non pas pour protéger ceux qui les détiennent, mais pour préserver ceux qui ne sont pas encore prêts à les comprendre. Le vol 7B n'a pas disparu, il nous a montré que nos horizons sont plus vastes que nous n'osions l'imaginer. Une semaine après la conférence de presse, les gouvernements impliqués publièrent une déclaration commune reconnaissant l'existence du projet Eclipse, tout en minimisant sa portée. Les familles des disparus volontaires reçurent des compensations généreuses et des explications soigneusement édulcorées. Mais dans les cercles scientifiques, les théories du docteur Laval commencèrent à circuler, inspirant une nouvelle génération de chercheurs. Des rapports d'anomalies similaires à celles du vol 7B émergèrent dans différentes parties du monde, soigneusement documentés par un réseau d'observateurs anonymes. Claire continua son travail de journaliste, mais ses articles portaient désormais un regard différent sur le monde. Elle savait que quelque part, dans une réalité parallèle, d'autres versions d'elle-même écrivaient des histoires différentes, vivaient des vies différentes. Le pendentif à son cou continuait de pulser doucement, comme un phare guidant ceux qui, comme elle, avaient entrevu les mystères qui se cachent dans les interstices de notre réalité. Et parfois, tard dans la nuit, elle pouvait encore entendre les échos lointains du vol 7B, traversant le voile qui sépare ce qui est de ce qui aurait pu être. Sur son bureau, une dernière photo du docteur Laval la regardait, son sourire énigmatique semblant dire que certaines découvertes ne sont que le début d'un voyage bien plus long. Et dans le ciel au-dessus de Paris, les avions continuaient leur balai nocturne, chacun portant peut-être, sans le savoir, la promesse de mystère encore à découvrir. Fin.